Hey, petit encart avant de commencer, je vous annonce officiellement que notre jeu Necropalace est enfin publié après plus d'1 an et demi de développement. On en a bavé, c'est un jeu de stratégie, de tactique, vous pouvez y jouer gratuitement sur Android ou iOS, ça fait maintenant un peu plus d'1 semaine qu'il est sorti, j'en ai parlé en avant-première sur mes réseaux sociaux et les retours sont pas mal du tout, regardez, voilà. Vous avez une campagne solo qui peut durer près de 10 heures, ouais 10 heures, avec un scénario dedans. Et tout ça dans un jeu de stratégie et de réflexion à la fois simple et complexe à maîtriser. Vous avez des dizaines d'énigmes dispo, vous pouvez jouer en duel contre vos amis, contre des ennemis du monde entier, à travers des tournois. Enfin bref, on est super fiers, on s'est donné à fond. Et sur ce, je vous laisse avec le tsar le plus cruel que la Russie ait porté. Moscou, 1541. Le jeune Ivan Vassilievitch est recroquevillé dans un coin de sa chambre. Il a froid, car ses vêtements sont usés jusqu'à la corde. Il a faim, car son dernier repas, un quignon de pain gagné en se battant, date de 2 jours. Des bruits de pas résonnent dans le couloir. Ivan se cache sous son lit, car il sait qu'on vient soit pour le tuer, soit pour le tourmenter. Les pas s'arrêtent derrière la porte de sa chambre. Il entend des rires sinistres. Il se fait une promesse. Toute cette souffrance qu'on lui inflige, il la rendra au centuple. Hey, Drastier, les sabres noirs. Oui, les sabres noirs, vous connaissez peut-être pas cette bébête. Pourtant, elle a de beaux yeux et devinez un petit peu où elle se trouve. Ouais. Eh ben oui, effectivement. Bah oui, fallait s'y attendre, vu le sujet du jour. Et puisque vous l'avez donc sans doute compris, il va s'agir d'une nouvelle excursion dans la lointaine patrie de Gvas. Alors ça ne vous a sans doute pas échappé, mais la Russie est un pays un petit peu spécial. Déjà de par sa taille, avec ses 17 millions de kilomètres carrés, qui fait je ne sais pas combien de fois la France, qui est plus grande que toute l'Europe réunie, mais aussi de par son fonctionnement. Et c'est vrai qu'en général, on ne trouve que des hommes à la poigne de fer à la tête de l'État russe. Alors aujourd'hui, que ce soit Poutine, mais aussi avant lui, Boris Eltsine. Bon, peut-être pas lui. Mais bon, en remontant plus loin, on peut aussi citer évidemment Staline, et puis toute la dynastie des Romanov. Mais à votre avis, quel fut le tout premier homme à diriger cet immense pays d'une poigne de fer? Eh bien, ne vous posez pas la question 107 ans, puisque aujourd'hui, le personnage que l'on va voir n'est ni plus ni moins que l'homme qui a transformé la petite principauté de Moscovie en une puissance qui, aujourd'hui encore, est un acteur majeur de la scène politique internationale. Il intéresse aussi bien les historiens que les psychanalystes et les criminologues. Staline lui-même était l'un de ses plus grands admirateurs. Et pour ceux qui se demandent, oui, tout à fait, il mérite son surnom. D'ailleurs, je préfère vous prévenir, en termes de degré de cruauté et de délire, on va être à peu près au niveau d'un certain Gilles de Rais. Et donc, au menu du jour, des conquêtes, de la gloire, mais aussi de la brutalité, du fanatisme et de la folie. Alors donc, dites-moi les sabres noirs, êtes-vous prêts à voir ce qu'est un despote, un vrai? Dans ce cas, mettez votre plus belle Kosovo Rodka et je vous emmène à la cour du premier et du plus redoutable des tsars, Ivan IV, le Terrible. Quand à 17 ans, Ivan accède au trône, on peut dire qu'il a du pain sur la planche. Puisque à l'époque, clairement, c'est un sacré bordel. Et pour vous la faire courte, Ivan est entouré de nobles qu'on appelle les boyards. Et ces boyards ont souvent tendance à faire ce qu'ils veulent. Et ça, Ivan, très rapidement, il ne le supporte pas. D'ailleurs, vous le verrez assez vite, Ivan ne supporte pas grand-chose. Et donc, pour asseoir son pouvoir et montrer qu'il en a, le tsar décide de commencer son règne en frappant fort. Il conquiert la ville de Kazan, capitale des Tatars. Un peuple de cavaliers qui, depuis des décennies, multipliait les incursions sur le territoire russe. Et très jeune, il épouse Anastasia Romanovna, une noble avec qui il aura plusieurs enfants. Ivan est bien décidé à mettre de l'ordre dans son pays. Il réforme l'armée, organise l'église orthodoxe, condamne les dérives religieuses. Tout semble donc aller sur la voie du progrès. Mais bien entendu, tout ça est aussi bien trop beau pour être vrai. Alors, dès le début du règne, il est de notoriété publique que le tsar est... légèrement taré, ouais, exactement. Étant petit, il s'amusait à énucléer les oiseaux, voilà, leur arracher les yeux, quoi. Et son petit péché mignon était de briser les pattes des chiens avant de les jeter par-dessus un mur et les écouter alors agoniser. Ça commence bien. Fou. Et son tout premier homicide, d'un point de vue humain, là, donc là, il le commet à l'âge tout à fait vénérable de 13 ans. Pour rappel, c'est quand même l'âge où vous êtes au collège, quoi. Vous arrivez en 4e, tranquillement. Et du coup, pour lui, à ses 13 ans, non, cette mort ne fut pas accidentelle, non. Puisque lors d'un banquet, il arrête le chef des boyards, le fait traîner dans la rue et lâche ses chiens de chasse affamés directement sur lui. Voilà, simple, efficace. En même temps, Ivan a de bonnes raisons d'en vouloir sérieusement aux boyards. Souvenez-vous, sa mère est morte alors qu'il était à peine âgé de 8 ans. Et ce sont alors eux, les boyards, qui se sont occupés de lui une fois qu'il était orphelin. Mais je mets quand même des guillemets sur le fait de s'occuper parce que sa vie, à ce moment-là, se résumait à de la privation de nourriture, des humiliations à répétition et de la violence physique. De plus, on peut quand même ajouter qu'il vivait avec la peur de mourir n'importe quand. En fait, clairement, les boyards le voyaient, lui, ce jeune héritier du trône, que comme un enfant insignifiant qui serait
serait écarté du pouvoir le moment venu. Seulement, Ivan les a quand même pris de court et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas fini de se venger. Cependant, au début de son règne, Ivan reste relativement sage. Il est alors fou amoureux de sa femme, Anastasia, qui est la seule capable de calmer ses crises de paranoïa. Bon, bien sûr, il y a quelques exécutions arbitraires, voilà, toi tu meurs, toi tu vis, toi tu meurs aussi. Mais bon, comparé à la suite, croyez-moi, vraiment, ce n'est rien du tout. Il faut dire qu'en 1530, année de la naissance d'Ivan, tout est à faire. Hein. La Russie n'existe pas. Non, à la place, on a un vaste territoire sur lequel on trouve une myriade de peuples. Il y en a de partout, une chier partout. À l'est, des nomades écument les steppes. Au nord-ouest, les Suédois tentent d'élargir leur royaume. Et à l'ouest, les chevaliers teutoniques, les Teutons, gardent solidement leurs frontières. Bref, une belle partie de risque, quoi. Et donc, au centre de tout ça se trouvent quelques principautés, parmi lesquelles se trouve donc la Moscovie. Et elle s'organise autour d'une petite ville tout à fait sympathique qui s'appelle Moscou. Et c'est donc là qu'est né Ivan, apparemment une nuit d'orage. D'ailleurs, son surnom pourrait directement venir de cette nuit-là, puisque en russe, le surnom d'Ivan est Grozny, un mot qui signifie terrible au sens redoutable, craint quoi. Comme le tonnerre qui accompagna sa venue au monde. Et Ivan n'a pas de peau, son père meurt alors qu'il est âgé de 3 ans, et sa mère lorsqu'il en a 8. Mais ça ne l'empêche pas, à 17 ans à peine, de se proclamer Tsar. Et ce mot n'est pas anodin puisque Tsar, effectivement, on l'associe à la Russie, mais initialement, c'est dérivé du mot César, nom que prenaient donc les empereurs romains ainsi que byzantins. Et c'est quand même un petit peu important, vous savez, puisque ça signifie que Ivan, il n'a pas l'intention de rester juste un prince avec sa petite principauté dégueulasse de Moscou. Non, il veut s'étendre, il veut devenir bien plus. Et d'ailleurs, c'est assez stylé pour l'anecdote, puisque lors de son sacre, il se fait couvrir d'or, littéralement. C'est-à-dire qu'on lui verse des pièces d'or dessus. Ça doit être une activité plutôt ludique. Hein. Malheureusement, la tsarine tombe gravement malade. Elle agonise alors pendant plus d'1 an et finit par mourir à l'âge de 32 ans. Ivan est effondré. Il est persuadé qu'elle a été empoisonnée. Mais il ne fait exécuter personne, parce que rien ne permet de prouver ses soupçons. Cela dit, pour l'anecdote, on le sait aujourd'hui, bien des siècles plus tard, des chercheurs ont bien trouvé des traces de poison dans les os de la tsarine. Et donc, Ivan se remariera 7 fois, mais dans le meilleur des cas, les unions finiront par se solder en divorce. Avec Anastasia, c'est le seul rempart entre lui et la folie qui disparaît. Et alors, à partir de ce moment-là, il ne va clairement pas se gêner pour laisser libre cours à sa démence. En parallèle, Ivan continue de régner. Il parvient à obtenir des terres sur la mer Baltique. Autrement dit, il s'ouvre des portes pour le commerce et les relations diplomatiques avec l'Europe. Mais vous savez, là-dedans, la Pologne, la Lituanie, la Suède et l'ordre des chevaliers teutoniques ne voient pas ça d'un bon œil et forment donc une coalition pour chasser les Russes de leur région. Pas déconner les mecs, hein, vous venez pas nous faire chier ici. Et Ivan, là-dessus, charge un certain Andrei Kourbsky, son meilleur général, et en même temps l'un de ses plus anciens amis, de mener donc le combat. Et au même moment, les Tatars attaquent Moscou. Ils sont repoussés de justesse par le prince Mikhaïl Morotinsky. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Ivan s'attribua les mérites de sa victoire, assassina la famille du prince et le fit rôtir de son côté sur un poteau entre 2 brasiers. La raison à tout ça ? La trahison, apparemment. C'était peut-être un traître, hein, on n'est pas sûr. Lui-même n'était pas sûr. Mais vous savez, dans le doute, mieux vaut massacrer toute la famille. Sur le front de l'Ouest, Kourbsky, le fidèle parmi les fidèles, passe à l'ennemi. Pas celui qu'on vient de cramer donc, hein. Là on parle du meilleur ami d'Ivan. Comme quoi, le traître n'est pas toujours celui qu'on croit. Il envoie alors une lettre à son tsar dans laquelle il explique qu'il est parti. Parce que... il le trouvait beaucoup trop taré. Voilà, très clairement quoi. Et je vous laisse à ce moment-là imaginer la colère noire qu'a eu Ivan. Mieux ne valait pas être dans le coin. Surtout qu'à ce moment-là, il avait pris un petit peu l'habitude de se balader avec un bâton, avec un grand bâton même, garni d'un pommeau de fer et d'une pique à l'extrémité. Alors pourquoi ? Eh bien pour pouvoir se passer les nerfs plus facilement. Voilà, vous avez tout à fait compris, hein, voilà, qu'est-ce qu'il en faisait. Donc à ce moment-là, Ivan a mis clairement les 2 pieds dans la folie. Et plus personne ne peut l'en sortir. De nombreuses histoires circulent sur le tsar. Beaucoup parlent de torture et de mise à mort, qu'il prenait soin de superviser. Eh bien laissez-moi vous dire, oui, c'est vrai. Tout est vrai. Les tortures physiques pouvaient être associées à des tortures mentales tout aussi douloureuses. Si vous voulez, en voici quelques-unes. Mais alors, par où commencer? Les viols à mort, le passage de l'eau bouillante à l'eau glacée pour littéralement détacher la peau des victimes, l'écrasement lent par des meules, des familles entières hachées en morceaux,
au sens propre, des hommes empalés pendant qu'on viole leur mère sous leurs yeux. Alors certes, oui, il a fait tout cela, même pas qu'un peu, hein. Mais non, on va pas entrer dans ces détails-là pour cette fois-ci. Je vais plutôt vous raconter une autre histoire, celle d'un malheureux archevêque de Novgorod. Puisque un jour, Ivan décide que la ville de Novgorod est potentiellement capable de le trahir. Alors bien sûr, là-dessus, ces soupçons ne sont pas vraiment fondés. Voilà, c'est un peu du vent, quoi. Pourtant, il décide d'assiéger la ville et de massacrer tous ses habitants en les jetant dans le fleuve partiellement gelé et en les faisant tirer depuis la berge par des traîneaux. Mais l'archevêque, lui, a un traitement bien plus spécial. On le déshabille et on fait venir alors une peau d'ours. Cette peau est alors cousue à même son corps. Déjà, c'est un peu bizarre, ouais, effectivement. Mais le supplice ne va pas s'arrêter là, puisque lorsque la peau fut entièrement cousue sur l'archevêque, Ivan décida de lâcher ses chiens affamés directement sur lui, qui le dévorèrent alors vivant. Et pour rester dans le thème des ours, Ivan fit un jour enfermer un groupe de moines dans un enclos. Et il leur laissa juste un pieu et un chapelet pour tout le groupe, je précise. Et ensuite, il fit entrer dans cet enclos des ours sauvages qui, sans surprise, taillèrent tous les moines en pièces. Mais Ivan appréciait aussi particulièrement la torture, vous savez, qui consiste, à mettre des familles entières dans un cachot pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, avec bien sûr toutes les conditions les plus horribles qu'il puisse là-dessus y avoir, hein, cela va de soi. Et cela fait, une fois que les membres de cette famille sont bien brisés mentalement, émotionnellement et physiquement, il faisait alors promettre à l'un des membres de la famille, la plupart du temps le fils, qu'il aurait la vie sauve et la liberté s'il tuait l'un de ses frères ou son père. Et alors le fils acceptait au bout d'un moment, et comme promis, on le libérait. Sauf que à ce moment-là, une fois dehors, Alors que le fils se croyait enfin sorti de cet enfer, Ivan l'arrêtait de nouveau pour parricide ou fratricide. Voilà, hein, c'est au choix. et le remettait en prison ou l'exécutait. Sympathique, n'est-ce pas? Mais il y a pire. Voilà, je sais que là on est un petit peu dans la démesure, mais si vous avez suivi jusqu'ici, vous savez que la grande hantise de Ivan, c'est bien entendu la trahison. Il a donc mis une méthode au point pour décourager les potentiels traîtres, et cela était très simple, il tuait leurs femmes et faisait pendre leur corps devant la maison. Les maris, alors soupçonnés de traîtrise potentielle, devaient passer quotidiennement devant la dépouille sans rien dire. Voilà. Quelque chose de particulièrement vicieux donc. Mais ce procédé avait aussi quelques inconvénients, hein. Celui d'attirer les loups ou les chiens affamés qui se trimballaient alors en ville avec des bouts de viande humaine. Et bien sûr, si on peut conclure toute cette petite cascade d'horreur, le tsar assistait très près à ces séances de torture, voire même parfois y participait. Et il mettait un point d'honneur à ne pas perdre une miette de la souffrance de ses victimes. Vous l'aurez donc compris, hein, Ivan était aussi fou que cruel. Et c'est sa dernière crise, la plus violente de toutes, qui le fera revenir sur le chemin de la raison. Mais le prix qu'il payera sera alors effroyable. La scène se passe dans le palais du tsar. Ivan se promène dans les couloirs et rencontre sa belle-fille, alors enceinte. À ce moment-là, comme il trouve qu'elle n'est pas bien habillée, il la réprimande et puis très rapidement, il se met à la frapper. Il cogne, il cogne, il cogne, de plus en plus violemment, à tel point qu'elle s'effondre et finit par perdre le bébé. Le tsarevitch, le fils du tsar, l'héritier du trône, tente de venir en secours à sa femme en repoussant son père, mais il arrive trop tard. Ce dernier, plus fort, frappe son fils avec son sceptre. Un des coups atteint le tsarevitch en pleine tête et il tombe à son tour par terre. Et c'est alors en voyant son enfant par terre, en train de se vider de son sang, qu'Ivan réalise qu'il vient de commettre l'irréparable. Il a tué en effet son propre fils. Cet accès inouï de violence abat littéralement Ivan, qui passe les 3 années qui lui restent à vivre dans un profond désarroi, avant de mourir dans des circonstances assez floues, à l'âge de 54 ans. Et voilà la poiscaille, cette vidéo touche à sa fin. Ivan le Terrible est un personnage haut en couleur, plein de contrastes et de contradictions. Son règne a marqué au fer rouge les Russes, parce que même s'il est bien cruel, avec un très haut level là-dedans d'ailleurs, c'est indéniablement lui qui a jeté les bases de la Russie actuelle. Et si ses victimes se comptent par dizaines de milliers, il a aussi fait un certain nombre de réformes qui ont permis de structurer un État solide et uni encore aujourd'hui. Mais on peut se demander, après qu'Ivan soit mort et qu'il ait fondé la Russie, qu'est-ce qui se passa? Eh bien, pour vous en donner un petit avant-goût, et c'est un autre des fils d'Ivan, un certain Fédor, qui lui succédera. Mais ce dernier, handicapé mental, deviendra la marionnette des boyards, ouvrant alors la porte sur un siècle de désordre et de troubles. Un seul homme là-dedans sera assez puissant pour y mettre un terme. Il a 24 ans à ce moment-là, mesure plus de 2 mètres et s'appelle Piotr Romanov. Et l'histoire a choisi de le retenir sous le nom de Pierre le Grand. Mais ça, la poiscaille, c'est encore une autre histoire.
Voilà, j'espère que ce personnage vous aura intéressé. Et si vous installez Necropalace et que vous y jouez, vous pourrez peut-être reconnaître certains traits d'Argent, l'un des personnages principaux, dans la personnalité d'Ivan. C'est un sultan déchu qui avait une morale assez variable. Sur ce, qu'on se retrouve dans les dédales sombres du Necropalace ou dans une prochaine vidéo, eh bien, ciao!